C'est Thierry, je crois, qui va commencer par nous faire un peu un bilan des engagements pris et respectés ou non par France Télévisions. Donc en fait, je voulais vous montrer et vous rendre public le travail que nous avons fait, qui est un travail important dont moi je suis évidemment l'initiateur avec Stéphane Bijoux, qui s'occupe auprès de moi de toutes les questions de la diversité, et qui est en fait un engagement que nous avions pris un peu avant le premier colloque l'année dernière, qui était de réaliser un baromètre de la diversité selon les critères pris en compte par Éric Massé, sociologue, qui travaille précisément avec le CSA sur ces questions de diversité. Et donc, il a fallu mobiliser l'ensemble des rédactions 2 et 3, puisque l'objectif a été de mesurer toute l'année l'ensemble des journaux télévisés. Alors, ceux de la 2, c'était assez facile, puisque France 2 est totalement numérisé et intégré. Donc, on peut, par des systèmes de tags, et si des questions sont posées, on pourra peut-être vous répondre sur la technique. Donc, l'ensemble des journaux ont pu être passés au CRIP par les services de Sybille Loiselet de la vidéothèque. Et pour France 3, nous avons pu commencer ce travail à partir du deuxième semestre sur l'ensemble des journaux donc, de la période 2013. Donc c'est une initiative totalement inédite parmi les médias, les grands médias audiovisuels et en particulier télé, puisque le CSA fait une coupe sur 2 fois une semaine, si je ne me trompe pas, sur chaque année, depuis quelques années en arrière. Et nous proposons de mesurer l'ensemble de nos journaux télévisés. Et en 2014, je l'espère bien, nos magazines des rédactions 2 et 3. Donc c'est un travail très vaste, et ça ne concerne d'ailleurs pas seulement la place des expertes femmes ou la place des femmes en général dans les journaux, les magazines. Ça concerne toutes les autres formes de diversité sociale, handicap. Ici, nous n'allons pas rendre public ces mesures, mais je peux vous dire qu'il y a du travail à faire. C'est bien de se concentrer sur la place des femmes, et c'est le sujet d'aujourd'hui, on va en parler. Mais par exemple, sur le handicap, clairement, nos rédactions, je ne pense pas qu'on soit d'ailleurs très différent par rapport aux autres médias audiovisuels. Sur le handicap, on doit rattraper un certain nombre de retards. Il y a des sujets, on existe. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir en ce moment dans nos journaux télévisés, et je me tourne vers Olivier Arlan, la présence de nos sujets sur le handisport est importante, mais sur l'ensemble d'une année, honnêtement, la part des sujets qui traitent du handicap au sens large est très insuffisante, très insuffisante. Donc là aussi, il y aura un travail à faire. Donc je me lance. Super. Donc voici les résultats. Donc c'est les premiers résultats de ce premier baromètre qui est d'une certaine manière, je vais prendre un micro parce que je vais me balader, qui est vraiment l'année zéro, si vous voulez. C'est l'objectif pour nous, c'est voilà l'état des lieux en 2013 de la répartition et de la place des femmes dans nos journaux, que ce soit sur France 2 ou France 3. Et l'objectif, c'est de créer une dynamique, d'avoir une base de comparaison et de pouvoir chaque année prendre rendez-vous avec notre public, avec ceux qui nous observent, et de dire voilà, nous avons progressé ici, nous avons régressé là, et quelles sont les opérations finalement de management pour permettre de progresser. C'est un outil pour toutes les équipes éditoriales de France 2 et de France 3 afin de pouvoir progresser. Donc, d'abord, sur le nombre de femmes présentes dans nos journaux côté France 2, vous voyez, c'est 36% de femmes. Cela comporte toutes les prises de parole, quelles qu'elles soient d'expertes ou pas d'expertes, d'interviews dans les sujets, des invités en plateau. Donc, c'est le chiffre global, 36%. Sur le chiffre précis qui est celui de référence et pour lequel Rémi Fimelin a fixé un objectif. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a ce baromètre, parce qu'on mesure, si on veut atteindre un objectif, il faut savoir de quoi on parle. Eh bien, nous sommes à 26% de présence d'expertes femmes dans les JT, et vous voyez qu'il y a une progression de 7 points entre janvier et décembre. Je vous passe les détails parce qu'on a une mesure trimestre par trimestre. Il y a parfois des poussées, parfois des baisses au gré des trimestres, mais globalement, il y a une progression de 7 points. Je vous rappelle que l'objectif du groupe, c'est 30% d'expertes dans nos rendez-vous d'information, que ce soit magazine ou JT.
Invités en plateau, 32% de femmes. Donc là, le score est d'ailleurs relativement stable, sauf erreur de ma part et de mémoire, mais c'est au-dessus des 30%, là aussi fixés par Rémi. Pour ce qui concerne donc France 3, comme vous le voyez, la mesure n'a commencé qu'au deuxième semestre 2013 et en 2014, elle sera complète. Nous sommes, en termes d'expertes, à peu près au même niveau que France 2, c'est-à-dire 26%. Avec un focus que j'ai souhaité particulier sur le Grand Soir 3, puisque ce Grand Soir 3 a été créé d'abord pour traiter de l'information quotidienne, ça c'est sûr, c'est son métier et c'est son rôle, mais dans sa partie débat pour pouvoir permettre notamment de donner la parole et d'initier des débats qu'on n'a pas l'habitude, avec des interlocuteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ailleurs. Et vous voyez qu'effectivement, il y a un effet immédiat avec 37% de femmes invitées entre septembre 2013 et février 2014. Donc, une forte progression. Et cette progression et cette tendance, je peux vous dire, est continue et même a tendance un peu à s'accélérer depuis quelques semaines, puisque le rédacteur en chef du Grand Soir 3 et son équipe éditoriale prend un soin très particulier dans la programmation de ses invités. Donc, voici pour les journaux de France 2 et France 3. Je fais une petite incursion dans les programmes France 2 et France 5, même si ce n'est pas de mon ressort, mais je pense que c'est intéressant de vous porter à votre connaissance ces chiffres. Donc 30% de femmes invitées en 2013 chez TADI. C'est là aussi plutôt en progression, en tout cas de mois en mois, puisqu'on n'a pas de mesures concrètes sur ce qui se passait en 2012. Et puis C'est dans l'air, qui a été longtemps le symbole, j'allais dire, de l'absence de femmes expertes sur les plateaux. Eh bien, je dois le dire, a commencé à programmer d'une manière systématique des invités. On en est même à un point de parité ces dernières semaines, où on a pour 2 invités hommes, 2 invités femmes. Donc, un chiffre qui est effectivement dans l'objectif qui est assigné par Rémi Fimelin, donc satisfaisant, mais j'allais dire, et c'est fini pour ces chiffres, je ne veux pas vous accabler de chiffres, mais ce qui est important là, évidemment, c'est de noter la tendance, d'une part, qui est plutôt positive. C'est de noter le travail aussi, qui est un travail très important d'analyse réelle de la place des femmes dans nos rendez-vous d'information. Et c'est aussi à partir de cette base-là, les objectifs que nous nous sommes fixés au sein des rédactions et de l'information, qui est de dépasser, alors d'atteindre les 30% évidemment en 2014, comme ça nous a été demandé, mais c'est de les dépasser en 2015, parce qu'on ne va pas s'arrêter évidemment à 30%. Il ne m'a pas échappé que la proportion d'hommes et de femmes dans la société française n'était pas exactement de 30 et 70%. Et donc il s'agit pour nous de continuer cet effort, sans oublier, et j'insiste beaucoup là-dessus, les autres aspects qui sont extrêmement importants de la diversité. J'ai cité le handicap, mais la diversité sociale aussi est très importante. Il faut que nos journaux ressemblent à la société française. Encore une fois, ce n'est pas du politiquement correct. Je pense que c'est juste une question d'efficacité. Il faut qu'on puisse exprimer pour tous les publics et qu'on donne accès à notre information, qui est si importante, à tous les publics. Voilà les quelques chiffres que je voulais donner. J'espère ne pas avoir été trop long. Juste une petite question, Thierry. Ouais. Quelles sont un peu les difficultés éventuellement rencontrées par les équipes pour réaliser justement ces engagements ? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de réseau d'experts ? Est-ce que parce que c'est pas encore rentré dans la mentalité ? Parce que c'est pas encore un... Alors c'est un mélange de tout ça. Ouais. D'abord, je pense qu'il y a un important travail qui est fait quand même depuis maintenant plus d'1 an dans les rédactions, au niveau des équipes éditoriales, rédaction en chef, chef de service, pour initier ce mouvement et dire qu'il faut d'une certaine manière faire un effort, parce que c'est vrai qu'il y a des habitudes qui sont prises, que d'aller toujours vers les mêmes experts, c'est plus simple, c'est plus rapide, comme on est pris par le temps, donc il faut aller vite, mais que pour autant, si on anticipe un peu, si au moment du tournage des sujets, qu'elles soient longs ou courts,
on a en tête cette idée-là, il faut toujours tenter de privilégier des prises de parole qui soient dans un reportage ou dans un journal ou dans un magazine le plus équilibré possible. Donc c'est ce travail-là qui est fait vraiment régulièrement, que ce soit en comité directeur, puisqu'on l'évoque très souvent dans nos comités directeurs voués à l'information. C'est valable dans nos réunions entre rédacteurs en chef et chefs de service. Donc c'est un gros travail de prise de conscience. Ça, c'est ce qui est le plus important. La deuxième chose, c'est que je pense... Il n'y a pas de réticence? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de réticence. Ni de mauvaise volonté. Moi, j'en ai pas rencontré de réticence au niveau des équipes de la 2 et de la 3. Il y a eu un travail de pédagogie à faire auprès de l'équipe, je ne sais pas si elle est là d'ailleurs, de Sybille Loiselet, qui est donc l'équipe de la vidéothèque, qui a fait ce travail assez remarquable avec Éric Massé, où la mesure était d'abord mal comprise. C'est-à-dire qu'ils nous ont demandé, mais pourquoi vous voulez qu'on mesure comme si on faisait des quotas? Donc on leur a expliqué qu'il ne s'agissait pas de faire des quotas, et c'est d'ailleurs un service très, très largement féminin, par ailleurs. Donc il ne s'agissait pas de faire des quotas, il s'agissait simplement d'avoir des indicateurs qui sont des aides à la décision et des aides à une politique éditoriale un peu plus offensive dans un certain nombre de domaines. Aujourd'hui, la priorité, on l'a dit, les femmes, mais pas très loin, on le répète, toutes les autres formes de diversité. Donc il a fallu convaincre, mais il n'y a pas de réticence sur le thème, alors qu'on pouvait en connaître il y a quelques années en arrière dans la rédaction, sur le thème, qu'est-ce que vous nous faites suer avec ce genre de contraintes, ça ne sert à rien, c'est pas de l'info, c'est pas du journalisme. Je pense qu'à partir du moment où on explique que c'est de l'efficacité, que c'est au nom, j'allais dire, de la diversité de notre information, et d'une certaine manière que c'est notre rôle, je pense que ça ne peut pas être vécu comme une contrainte. Voilà. Après, est-ce que des expertes sont... Souvent, j'entends dire que les femmes restent prudentes ou en deçà parce qu'il n'y a pas assez, entre guillemets, d'auto-estime, elles ne se mettent pas en avant. Moi, personnellement, je ne le vois pas comme ça, pour le moment, en tout cas. Et la preuve, c'est quand on décide sur le plateau de C'est dans l'air, ou peut-être demain sur les 4V sur France 2, où on peut décider là une programmation très, très au carré. On peut dire, voilà, c'est pas seulement de la prise de conscience. On dit, on souhaite qu'il y ait plus de femmes invitées dans les 4V sur les plateaux où C'est dans l'air ou mots croisés. Elles viennent. Donc je ne pense pas que ce soit un souci. Et juste pour en terminer, d'ailleurs, je crois que la BBC qui avait mis en place une formation justement pour aider les femmes expertes à mieux prendre la parole. Et la question est de savoir est-ce que France Télévisions, par exemple, Premier Fimelin, a l'idée de faire pareil, a envie de mettre en place une formation pour toutes ces femmes. Écoutez, moi j'ai pas le sentiment qu'il y a besoin aujourd'hui de former les femmes à devenir expertes, parce qu'on voit bien que lorsqu'elles sont sur les plateaux, elles jouent leur rôle à plein. Enfin, franchement, c'est une chose que je ne sens pas. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, comme on l'a fait à travers le remarquable dictionnaire des expertes, enfin, il faut qu'on ait des outils. Il faut que ces outils, on les utilise. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'il s'agit d'apprendre une femme à parler plus qu'un homme. Enfin, ça me semble pas. C'est des questions de tempérament, c'est des questions de capacité personnelle à un moment donné. Mais c'est une chose que je ne ressens pas. Patrice Papet, je pense que vous avez... je vous passe la parole donc pour voir un peu comment ça se passe au sein même de l'entreprise. Donc. Oui, alors je voudrais d'abord dire, rendre à César ce qui est à César et dire qu'on a fait un travail assez considérable depuis 2-3 ans, mais que à ma place devrait être assise Martine Boucher, qui a conduit avec une conviction, un engagement extraordinaire toute cette politique que je vais essayer de résumer en quelques mots. Et puis en plus, ça aurait eu le mérite d'assurer une parité pour cette table ronde. Mais je vais pas fuir mes responsabilités, donc je vais évidemment assumer le rôle qu'on m'a confié aujourd'hui. On est dans une phase, cette journée intervient à un moment assez important pour nous, puisqu'on est en cours de finalisation et j'espère prochainement de signature d'un accord très important sur l'égalité professionnelle. Et si vous voulez, je vais essayer en quelques mots de concentrer mon intervention autour de cet accord, parce que tout est dedans.
Tout est dedans, autant les questions d'emploi, les questions de carrière, les questions de rémunération, les questions de sensibilisation et de formation. Donc c'est un accord qui s'articule autour de 4 objectifs majeurs. D'abord, développer la mixité dans les métiers, dans l'encadrement, et je dis bien la mixité, parce que, on le verra, il ne s'agit pas simplement d'avoir une politique d'égalité professionnelle homme-femme, mais il s'agit aussi de veiller à ce que dans tous les métiers, la mixité soit représentée, y compris dans les métiers aujourd'hui à dominante féminine. Je vais y revenir. Favoriser le développement de carrière des femmes, je vais également y revenir. Ça nécessite tout un travail en amont, garantir l'égalité salariale bien sûr, et puis un autre aspect dont on parle parfois moins, qui est de faciliter la parentalité. Et je dis bien la parentalité, parce que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Alors, d'abord quelques mots par rapport à la journée précédente, qui a eu lieu il y a quelques mois. Je ne vais pas vous dire qu'on a fait des progrès spectaculaires. Parce que de toutes les façons, en la matière, on ne peut pas faire de progrès spectaculaires. C'est un travail de fond qu'il faut engager en amont, un travail d'accompagnement. Et donc, si en quelques mois, on faisait des progrès spectaculaires en matière de gestion des ressources humaines, c'est qu'on aurait fait quelques actions un peu alibi d'affichage. Et dans ce domaine, il vaut mieux se méfier de l'affichage et au contraire mettre en place tous les éléments, tous les outils qui nous permettront d'arriver à cette égalité professionnelle. Alors, premier outil, c'est le recrutement. Nous avons effectivement mis en place aujourd'hui une procédure de recrutement qui garantit que le choix final, il est fait en fonction et uniquement en fonction de la compétence. En d'autres termes, on ne nomme pas une femme parce que c'est une femme, on nomme une femme parce que c'est une femme compétente. Et l'objectivation du processus de recrutement est, de ce point de vue-là, essentielle. C'est un volet très important, hein, le recrutement, parce que la décision qui se prend au moment du recrutement, elle a souvent un impact sur toute la carrière. Et elle, évidemment, elle a également un impact sur l'équilibre des genres au sein des différents métiers. Donc c'est le point de départ. Donc là, nous avons mis en place cette procédure qui, maintenant, est utilisée couramment. Alors, ça a changé quelque chose au niveau des chiffres ? Alors, oui, ça a permis une progression sensible en termes d'équilibre au niveau de l'entreprise, mais on a encore des efforts à faire. Hein, à la fin de l'année 2013, on était 44% de femmes. On s'est donné un objectif de progression globale de la part des femmes dans l'entreprise. Alors, on n'a pas dit on va être à 45 ou 50. On s'est donné un objectif de progression globale. Ce qui, dans une période de décroissance du volume d'emploi, n'est pas forcément très facile, parce que le recrutement est un bon moyen, évidemment, d'apporter des corrections à cet équilibre. Quand on est en phase de gel de recrutement ou de réduction du volume d'emploi, c'est plus difficile. On s'est donné, à partir de 2015, des objectifs de progression ciblés par métier. Et je parlais tout à l'heure de la mixité dans les métiers. Là, il s'agit d'essayer de corriger les déséquilibres dans les différents métiers. Et on a demandé, on va demander à chaque secteur, d'ailleurs, de se donner des objectifs chiffrés en la matière. Voilà, sur le recrutement, je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je voudrais juste citer deux points en matière de recrutement et de mobilité. Aujourd'hui, nous appliquons depuis plusieurs mois, une politique qui fait qu'aucun poste d'encadrement aujourd'hui n'est pourvu avant qu'on soit assuré d'avoir une candidature féminine. Et je peux vous dire que sur ce plan, nous avons beaucoup progressé, et d'ores et déjà, on a une candidature féminine sur près de 90%, 87% pour être précis, des postes publiés. Et encore une fois, dans tous les secteurs où il existe un déséquilibre significatif entre les hommes et les femmes, nous voulons nous assurer, sur le même schéma, de la présentation d'au moins une candidature du sexe sous-représenté dans le secteur, avant de pourvoir le poste. Alors ça ne veut pas dire après que... Donc les hommes également.
Absolument, les hommes également. Je dis souvent qu'il est encore plus signifiant, plus symbolique de voir des hommes accéder à des postes traditionnellement occupés par des femmes que l'inverse. Et là-dessus, on en reparlera sûrement tout à l'heure à propos des stéréotypes, parce que les stéréotypes sont bien établis. Donc, évidemment, ça, je dirais, on s'assure de la candidature. Après, la décision, elle est faite sur un critère de compétence. Et que de compétence, c'est très important. Alors, à compétence égale, on a dit oui, on privilégiera les candidatures qui permettent de rééquilibrer. Mais évidemment, là aussi, toujours en objectivant les raisons du choix. Un mot sur l'alternance. On veut aussi utiliser l'alternance pour pouvoir corriger les déséquilibres. Donc on s'est donné des objectifs de développement de l'alternance importants. Et en particulier, on voudrait utiliser l'alternance pour permettre l'accès de plus de femmes aux fonctions techniques traditionnellement, majoritairement occupées par des hommes. Donc c'est un travail qui est en cours. Enfin, Thierry en a parlé, le même raisonnement s'applique à l'encadrement. On veut augmenter la part des femmes dans l'encadrement. L'exemple a été donné au niveau des rédactions et l'effort est engagé. On veut le faire de manière très générale, mais là, pour ça, encore une fois, ça ne passe pas par des nominations alibi. Il faut travailler en amont, et c'est ce qu'on fait à travers des revues de carrière. On essaye d'identifier des potentiels en se donnant un objectif d'équilibre, au moins d'équilibre entre les hommes et les femmes dans les potentiels identifiés. Dans les dernières revues de carrière qu'on a réalisées d'ailleurs, on a une large majorité de femmes identifiées, ce qui nous permet ensuite d'avoir toute une politique d'accompagnement. Alors encore une fois, les femmes sont tout aussi compétentes que les hommes, donc la question n'est pas de développer des capacités qu'elles n'auraient pas, mais on essaye de créer des parcours de carrière qui leur permettent à terme d'occuper des postes de responsabilité. Sur peut-être la formation, la sensibilisation, en un peu plus de 2 ans, 900 managers, c'est-à-dire 85% de l'encadrement supérieur, ont suivi une formation relative à la diversité dans laquelle la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes occupe une place majeure. Et je peux également annoncer que dans les mois qui viennent, même dans les jours qui viennent, nous allons lancer une formation à distance, un e-learning, comme on dit en français, consacré à cette question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors j'ai des notes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais je vais essayer de ne pas être trop long. Sur l'accompagnement des parcours professionnels, on a mis en place des formations pour le management qui a vocation à occuper des postes de direction, et on fait en sorte, dans ces formations qu'on a baptisées Campus Management, d'avoir toujours au moins autant de femmes que d'hommes. C'était vrai sur la première session, puisqu'on avait 50% de femmes. Sur la deuxième session, on est quasiment à 60% de femmes. Là aussi, encore une fois, c'est le travail en amont qui doit nous permettre de modifier l'équilibre dans l'accès des femmes aux postes de direction. Il faut bien le reconnaître, aujourd'hui, les hommes occupent majoritairement ces postes de direction, même si on a progressé, puisque la proportion des femmes dans les instances de direction reste encore de l'ordre du tiers, même un peu moins. Donc on a encore des marges de progrès significatives en la matière. Dans le domaine des rémunérations, là aussi, il y a des choses à faire. Vous avez d'ailleurs vu peut-être en lisant de la littérature qui vous a été remise tout à l'heure, qu'il reste des écarts de rémunération, il reste des écarts de rémunération significatifs. On est en discussion avec les organisations syndicales sur ce sujet. Moi, je compte bien notamment sur les opérations d'harmonisation qui résultent de la fusion des anciennes sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, etc. Sur ces opérations d'harmonisation pour essayer de redresser la barre sur le sujet. Alors, on fera sans doute pas tout ce qui est nécessaire en une seule fois, mais d'utiliser cet outil également pour corriger les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Et puis, dans le domaine de la rémunération, évidemment, on doit être vigilant, et on s'efforce de l'être,
pour justement, conformément d'ailleurs à la loi de 2006 de mémoire, à ce que, par exemple, la maternité n'affecte pas la trajectoire, la progression salariale des femmes. On va plus loin puisque on s'efforce d'étendre ça à la notion de parentalité et donc d'avoir un raisonnement de type identique pour les hommes qui prennent des congés de parentalité. Sur ce domaine, là aussi, on a une forte progression des hommes sur ce sujet qui prennent leurs congés parentaux, puisqu'on atteint du 98%, si je ne me trompe, je regarde dans la salle, mais alors après il faut voir ce qu'ils en font de leur congé, mais ça c'est un autre sujet sur lequel on n'a pas forcément accès. Voilà, sur le domaine de la formation et de la sensibilisation, ben peut-être qu'on en reparlera. On en reparlera, je pense, voilà. surtout à la deuxième. On ira d'une façon plus précise sur toutes les mesures et sur les salaires, par exemple, etc. Hein, donc je vais en rester là pour oui, je pense que ça... À Sylvie Pervensolette. Donc je crois que le CSA a fait un peu un rapport, justement, un peu complet sur la situation des femmes et sur l'amélioration éventuelle de leur situation pendant cette année 2013. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Depuis un an, donc, je préside ce groupe de travail sur le droit des femmes au CSA, tout en ayant la présidence également du groupe de travail France Télévisions. Donc vous êtes sous un double regard de ma part depuis un an et j'ai dû vous embêter beaucoup trop souvent, à votre goût sûrement, mais ça a produit des résultats dont je me félicite et que je crois sont considérés comme au bénéfice de tout le monde. Pour le rapport que nous avons fait, c'est en fait un rapport sur toute notre action de l'année, qui comprend d'ailleurs 4 études qui allaient au-delà du baromètre classique. Il y avait notamment une étude de l'INA qui portait sur tout un trimestre 2013 sur la présence des femmes dans les JT, qui avait des résultats très sévères et qui, pour la première fois pour nous, avait fait aussi le décompte des chaînes en continu et des radios. Alors, est-ce que ça peut vous consoler? Les radios, c'était pire. Donc, vous n'étiez pas les plus mauvais élèves. Donc il y a des marges de progression pour tout le monde, y compris sur les plateaux de télévision, où les progrès commencent à se faire ici, mais où dans beaucoup d'endroits, non seulement les femmes manquent, mais quand elles ont la parole, elles l'ont moins longtemps que les hommes, et elles prennent curieusement plus souvent la parole, mais pour très peu de temps. C'est parce qu'elles sont coupées. Dès qu'elles essayent d'ouvrir la bouche, c'est terminé. Bon, donc il ne suffit pas d'être présent sur un plateau, il faut aussi que l'animateur se débrouille pour que les femmes qui y soient puissent s'exprimer. Et sur l'affaire de la formation et du coaching, j'ai un léger désaccord avec le président Flimelin. Ça peut arriver que ça soit utile parce qu'il peut y avoir des femmes excellentes dans leur domaine, super compétentes, et à qui il manque un tout petit peu d'habitude du plateau auxquels les hommes sont maintenant plus habitués. Donc ça ne concerne peut-être pas beaucoup d'entre elles, mais ça peut être utile dans certains cas. Et je crois que Marianne Bernard, d'ailleurs, a commencé à y réfléchir, et je pense que ce serait une bonne chose. Et si certains hommes veulent y participer, ça serait très bien aussi. Bon, alors, je le disais pour commencer, je félicite le service public d'être en avance sur tout le monde pour les progrès qui ont été faits, particulièrement Thierry Tuillier qui a pris le mors aux dents et qui a volontairement fait faire des progrès à ses équipes tout à fait notables. Il le reconnaît lui-même, le travail n'est pas terminé, mais on a encore jusqu'à la fin de l'année pour atteindre les objectifs. C'est déjà un très grand progrès dont je me réjouis, et je crois que c'est salué par tous. C'est d'ailleurs le rôle du service public d'être en avance sur tout le monde, mais c'est un bon exemple quand même. Alors, on est encore en attente, évidemment. Plusieurs attentes. Évidemment, la suite de ces chiffres, et j'ai été très heureuse d'entendre que Thierry Tuillier s'est engagé pour l'année prochaine pour un chiffre encore supérieur. Bravo, je l'enregistre. Il manque encore quelques chiffres sur les plateaux. Les magazines d'infos, on va voir ce que ça va donner à la fin de l'année. C'est là aussi que c'est difficile parce qu'effectivement, il n'y a pas simplement la présence des femmes qu'on peut décompter, mais la manière dont elles se servent de leur parole. C'est une petite subtilité qu'il faudra peut-être ajouter dans la façon de compter, savoir quand les femmes y sont sur les plateaux, combien de temps elles disposent.
Vous y avez fait allusion, Président, effectivement, il y a l'affaire des stéréotypes qui se glissent partout, même dans les productions et les programmes du service public. Donc ça sera un gros effort. Quelquefois, on ne s'aperçoit même pas qu'il se glisse des stéréotypes dans des beaux programmes qui ont l'air d'avoir des héroïnes féminines parfaites sous tout rapport. Eh bien, quand même, il y a des choses à débusquer. Je suis sûre que vous y consacrerez le temps nécessaire à la réflexion. Il y a évidemment tous les autres secteurs, alors le divertissement, même les jeux, qui ne sont pas du tout... C'est étonnant, ça. Il n'y a pas jamais pas une seule dirigé femme. par une femme, alors qu'on se dit quand même l'autorité... Parce que l'argument qu'on me dit, c'est que l'autorité est représentée par un homme. Je ne suis pas sûre que quand on se retrouve face à un juge ou un professeur, on se dit que l'autorité n'est pas représentée par une femme. Donc ça doit être possible à terme, je suppose, de retrouver des femmes animatrices de jeux. Enfin, j'imagine. Bon, il y a une dernière chose, évidemment. Vous l'avez fait allusion en interne. C'est très difficile et très lent, les progrès. On ne peut pas, évidemment, augmenter, vu votre budget restreint sur lequel je m'applique par ailleurs, effectivement, être vigilante. On ne peut pas, d'un coup, mettre toutes les femmes à niveau des hommes. Mais effectivement, les marges de manœuvre que vous avez doivent être prioritairement données au rattrapage. Ça me paraît vraiment une priorité. Et effectivement, l'encadrement pêche encore par une domination masculine de 2/3. C'est évidemment beaucoup trop. Il faut absolument donner l'espoir aux femmes qu'elles peuvent faire une carrière jusque l'encadrement le plus élevé, y compris dans vos comités exécutifs, comités de direction et toutes sortes de titres. Là, il faut absolument faire un effort et je suis sûre que, d'ailleurs, dans les années qui viennent, dès que vous le pourrez, vous le ferez. Enfin, dernier bémol, il y a eu ces propos déplacés qui sont en complet décalage avec tous vos efforts et qui, je le regrette, ont fait beaucoup de mal à l'image de ces animateurs qui ont, pour ne pas les nommer, une fois Ruquier à propos du football féminin et ces derniers temps, mais je ne peux pas trop m'exprimer dessus parce qu'on est encore en train d'examiner la question au CSA sur les propos tenus à Sochi. C'est vraiment dommage parce que ça annihile une partie de vos efforts. Vous avez fait une splendide percée sur le sport féminin. Voilà, c'est quand même dommage que pour 2 ou 3 propos vraiment déplacés, décalés, archaïques et vieux jeux, d'une autre génération, ça soit à mettre à votre débit. Mais je pense que ayant interrogé les intéressés, ils ont promis que ça ne se reproduirait plus. J'en prends bonne note. Alors, de notre côté, tirant les conclusions de nos études et du futur projet de loi, dont je vais peut-être vous rappeler les grandes lignes, toutes n'ont peut-être pas en tête ce que prévoit le projet de loi comme mission donnée au CSA pour pas faire pression, mais toujours une amicale pression sur les chaînes pour faire plus d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pas long, je vais vous lire les 2 articles principaux. Donc le CSA assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle, déjà vaste programme. À cette fin, il veille d'une part à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle. Vous noterez que j'avais demandé au ministre de mettre juste représentation et pas un chiffre de parité ou un chiffre quelconque. J'espère simplement que ça progressera vers plus de justice. Et d'autre part, à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. C'est un énorme programme. Dans ce but, il apporte une attention particulière au programme des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse que vous avez déjà commencé à faire. Alors, il y a un deuxième article qui va encore plus loin. C'est les sociétés nationales de programmes mentionnées à l'article 44, enfin, grosso modo les grandes chaînes de télé, ainsi que les services de radio. Je ne vais pas donner exactement ceux qui sont concernés, mais c'est les gros services de radio, contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent, ça c'est par ailleurs, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, des indicateurs qualitatifs et quantitatif. Donc ça ne sera pas simplement le temps de parole, mais aussi le qualitatif. Qu'est-ce qui sera le contenu des programmes, justement les stéréotypes éventuellement. Sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au Conseil d'apprécier le respect des objectifs fixés au 4e alinéa de l'article 3.1, c'est ce que je venais de vous lire.
Et c'est nous qui fixons les conditions d'application du présent article, évidemment, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa. Ça veut dire que dans l'année qui vient, quand la loi sera votée, nous aurons un énorme travail de concertation à faire ensemble pour voir comment, d'une part, ça progresse, mais ça a l'air bien parti, la juste représentation des femmes à l'écran, mais tout ce qu'il y ait, le stéréotype, la lutte contre les violences faites aux femmes, quel type de programme vous pouvez fabriquer. D'ailleurs, chaque chaîne dans son genre, à son niveau, ça peut être programme court, doc, fiction, spot, enfin, ça, libre cours à vos imaginations pour essayer de traiter le sujet. En tout cas, la loi vous y incitera et je m'en ferai le relais, mais je suis sûr que de votre côté, je trouverai une oreille attentive. Je ne me fais pas beaucoup d'inquiétude. Et pour finir, je voulais faire une allusion à la charte qui a déjà été signée entre le CNC, Arte et les deux ministères concernés, de la culture et les droits des femmes, pour essayer justement de diminuer le sexisme des productions audiovisuelles, enfin cinématographiques. Je pense que vous allez effectivement adhérer à cette charte, peut-être l'élargir à l'audiovisuel. Je m'en réjouirai en tout cas énormément parce que chaque petit pas fait dans la direction d'engagement sur un sujet compliqué et miné est une bonne chose à prendre. Et je note, alors pour finir, une anecdote avec un clin d'œil. J'ai pensé que j'avais réussi mon année, non seulement par vos bons chiffres, mais quand deux radios périphériques, pour ne pas les nommer Europe 1 et RTL, se sont battus à coups de publicité pour dire non, c'est nous les prums en matière de femmes le matin à l'antenne. Alors, la première a publié une pub avec des photos de femmes, disant non, on en a deux. L'autre radio dit non, 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 3 ou 4. Et puis la première radio dit non, 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 encore plus, et a refait une pub avec d'autres photos. Je me suis dit que ça commence à être gagné quand on se battait pour dire qui étaient les meilleurs pour mettre des femmes à l'antenne. Merci, j'ai peut-être été un peu longue, mais non, pas du tout. Donc nous avons fait le tour, et encore merci pour vos efforts. Nous avons à peu près... Nous avons à peu près une demi-heure pour des questions et à la fois que vous souhaiteriez poser. Vous voulez dire quelque chose Je voudrais juste, en écho à ce que vient de dire Sylvie-Pierre Brossolette, indiquer que j'ai décidé que nous allions signer la charte cinéma, que nous allions l'étendre à la fiction. Les points de cette charte sont des points qui sont en réalité un écho à ce que nous faisons. Hein, et ce qui a été évoqué, c'est-à-dire la lutte contre les stéréotypes, et c'est le sujet de cet après-midi, donc le fait de signer une charte qui viendrait en prolongement du travail qu'on vous présentera cet après-midi me semble en tout cas un engagement naturel et important. Mais c'est aussi la mixité des métiers et notamment de toute la chaîne de production du cinéma et de la fiction. Et c'est aussi la réflexion sur les sujets traités de façon générale. Donc, nous allons signer cette charte dans les toutes prochaines semaines. Et en tout cas, je l'annoncerai officiellement au courant du prochain comité que la ministre de la Culture et de la Communication réunira autour de ces questions-là, et nous rejoindrons. Je voudrais aussi dire que, et ça a été évoqué très, très justement par Thierry Tullier tout à l'heure, si nous faisons tout ça, et en particulier sur les points liés à l'antenne que vous évoquiez, c'est parce que, très simplement, et je voudrais le redire avec force, nous sommes la télévision de la nation. Et donc nous devons faire en sorte d'être en écho de ce qui se passe dans notre pays et d'être en écho de ce qui se passe dans cette nation qui se développe et dans laquelle très très naturellement les femmes, enfin ça semble une évidence, doivent jouer leur rôle. Alors c'est une exigence évidemment beaucoup plus forte pour le service public qui s'adresse à tous nos concitoyens et non pas à des consommateurs ciblés. La préoccupation de la ménagère de moins de 50 ans n'est pas présente ici comme elle peut l'être dans la télévision commerciale. Et c'est un point extrêmement important de différenciation. Alors qu'il y ait une attention continuelle à avoir, et notamment sur un certain nombre de propos de stéréotypes, je vous rejoins. En même temps, je voudrais dire ici que sur des milliers d'heures de retransmission ou de reportage, l'attention que nous devons porter sur le détail doit être permanente, et en même temps, ce détail de ne pas masquer tout le travail que nous faisons par ailleurs, et je voudrais le dire ici aussi avec force.
est-ce que justement cette meilleure attention de France Télévisions aux femmes, est-ce qu'elle a une répercussion sur les audiences ou alors sur l'indice de satisfaction? Est-ce qu'on voit, est-ce qu'il y a une répercussion là-dessus? Je me tourne vers Stéphanie, qui est notre directrice des études et qui fait un nom de la tête. Il faut encore une fois, mais par exemple, que C'est dans l'air, son public n'a pas été féminisé, les thèmes traités n'ont pas changé, rien du tout. Je pense que les thèmes traités, certainement, ne sont pas les mêmes que peut-être il y a quelques années en arrière. En même temps, et les approches ne sont pas forcément les mêmes, mais je ne suis pas certain que ça change tout de suite, à court terme, l'audience. Ce qui est sûr, c'est que ça nous garantit pour l'avenir de pouvoir s'adresser à tous nos publics et à tous les Français. Donc moi, je suis persuadé que si on ne le fait pas maintenant, de toute façon, demain, on sera ghettoisés entre nous, et c'est évidemment pas ça l'objectif. Voilà. Non, mais sur votre question, justement, on a constaté que, par exemple, C'est dans l'air avait fait des gros progrès. Il n'a pas perdu un gramme d'audience. Donc, dans ce sens-là, quand on dit ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'effet négatif. Donc, on peut continuer. Et comme... Et 52% de femmes en France, donc il y a un réservoir effectivement d'écoute important. Et quand elle voit des femmes à la télévision, elles sont contentes. Bon, pardon, j'ai fait la précision pour vous. Mais on n'a même pas même sur les indices, par exemple sur la satisfaction, parce que quelquefois on a des études qualitatives sur la satisfaction des téléspectateurs. En fait, il faut voir deux choses. Je pense qu'il y a les mesures court-termistes et les mesures long-termistes. Là, quand on va parler d'audience, il s'agit de mesures court-termistes. C'est-à-dire que est-ce qu'il se passe quelque chose? Fondamentalement, non, mais ni en bien ni en mal, ça, il n'y a pas de souci. En revanche, la question, elle est plus sur des mesures long-termistes, c'est-à-dire sur l'image de la chaîne, sur la modernité perçue de la chaîne. Et ça, c'est clair que ça en a. Je ne ferai pas d'exemple, de contre-exemple, mais il y a des chaînes qui, pendant longtemps, ont eu un rapport aux femmes un peu particulier, même s'ils l'ont peut-être rétabli, c'est resté dans l'imaginaire des gens. Voilà. Donc c'est surtout les mesures long terme qu'il faut suivre sur ce type de sujet. Que Céline Géraud présente Stade 2 n'a rien changé sur le public qui regarde cette émission de sport. Non, parce que le programme en tant que tel reste un programme de sport. C'est... Et ça n'a pas attiré un public féminin? Pas spécifiquement, non. On parlait tout à l'heure un petit peu de la direction de France Télévisions. Je crois que les chiffres, ils sont encore un peu... Il y a un peu des progrès à faire. Si j'ai bien compris, je crois que sur les 7 directeurs généraux, il y a 7 hommes. Sur les 14 membres de... la direction, c'est encore 14 hommes. Non. Non. Le conseil de présidence, qui est effectivement uniquement masculin, et je me suis déjà expliqué là-dessus, il y a 5 personnes. On a un COMEX dans lequel on a 40% de femmes. Mais je voudrais rappeler quand même un point extrêmement important, c'est que la majorité des directeurs d'unités de programme sont des femmes dans cette maison. Donc sur les unités de programme, nous avons 56% de femmes. Et ces directeurs d'unités de programme, c'est les unités de programme... que ça soit documentaire sur France 3, fiction sur France 3, magazine sur France 2, documentaire sur France 5, etc. Je crois qu'il y a eu des postes disponibles, puisqu'il y a eu 5 directeurs généraux qui se sont succédés à France 2, et on a nommé que des hommes, je crois, non? Enfin, il y a eu 5 hommes successifs qui se sont succédés, c'est le cas de dire. Pas du tout. Bah si, en tout cas, en termes de constat, c'est ça. Non, pas du tout. C'est tout ce qu'on a comme réponse. Bon, merci. Bonjour, Maudie Piot, présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Je prends la parole parce que j'ai entendu Thierry Tuillier tout à l'heure parler du handicap. Je suis moi-même aveugle et je regrette énormément qu'aujourd'hui nous n'ayons pas été invités pour pouvoir prendre la parole parce que la position des femmes en situation de handicap est vraiment catastrophique à la télévision. Bien sûr, les hommes handicapés sont très souvent interviewés, sont mis on les met au premier plan, au premier rang, mais nous les femmes en situation de handicap, nous avons beaucoup de mal à prendre la parole. Et j'ai beaucoup aimé, monsieur, ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au handicap, et je suis partie prenante pour essayer que nous soyons plus visibles. Je voudrais vous raconter une toute petite histoire. J'ai été invitée à une émission de Frédéric Tadei sur l'assistanat sexuel. Et comme je suis aveugle,
j'avais décidé que j'irais jusqu'au bout de ce que je voulais dire, parce que j'avais des choses à dire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'après, on m'a dit que les messieurs levaient le doigt pour m'interrompre, mais comme je ne les voyais pas, je continuais à parler inlassablement. Voilà. Donc j'ai pu dire ce que j'avais envie de dire. Mais vraiment, je trouve très intéressant ce que vous venez de dire ce matin. Mais nous, les femmes en situation de handicap, nous avons besoin de prendre la parole. Tout à l'heure, vous parliez des violences. Je vous dirai simplement un chiffre. C'est 36% de femmes valides vivent des violences. C'est 80% de femmes handicapées qui les subissent. Donc nous avons besoin d'être visibles pour que cela change. Donc je compte sur vous pour nous faire appel et pour que nous puissions participer à cette visibilité que vous voulez donner au niveau des femmes. Merci. Je peux répondre ? Comment ? Je peux répondre ? Vas-y. Oui, c'est Thierry Tuillier qui répond, effectivement. Non, je voulais vous dire simplement, si je le retrouve, voilà. Et ce faisant, je le fais pour qu'on prenne conscience du chemin à parcourir sur le pourcentage de sujets réservés au handicap dans nos journaux télévisés, France 2. Quand je dis nos journaux, c'est tous les journaux, 13h, 20h, week-end, télématin. Nous sommes à 1%. Oui, de reportages, qui traitent plus ou moins largement et directement du handicap. Donc c'est dire que on parle c'est pour ça qu'on n'a pas évoqué. Enfin moi j'ai souhaité évoquer le handicap, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui un colloque qui traite de la place des femmes. Pour moi, cette statistique est une statistique qui n'est pas satisfaisante, qui doit être même révisée. On l'a évoqué hier entre les différents responsables des rédactions, et ça fait partie d'une priorité. Enfin, je note en tout cas que Frédéric Tadei ne vous a pas interrompu, parce que c'est le principe même de son rôle d'animateur dans Ce soir ou jamais. Il laisse à ses interlocuteurs la parole longtemps. Donc c'est très bien. Donc oui, madame, nous allons nous engager pour les femmes handicapées, mais pas que pour les femmes handicapées, pour que le handicap soit davantage présent dans nos journaux. Et d'ailleurs, depuis maintenant 1 an, je me tourne vers Olivier Harlan, qui s'occupe notamment de ces questions auprès de nous. Toutes les conférences de prévision de l'info, des rédacs, Olivier s'y trouve. Les sujets liés au handicap sont exposés, proposés, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent au sein de nos rédactions. Ça fait partie de la prise de conscience dont on parlait, Frédéric, aussi. Évoquer simplement qu'en termes de programme, c'est un hasard du calendrier. Hier soir, vous aviez en première partie de soirée sur France 3, pour ceux qui l'ont vu, un documentaire qui traitait du handicap et qui était absolument remarquable. Mais si j'en crois un petit peu les réactions de la salle, on a le sentiment quand même que le plafond de verre est toujours là. Ce qu'on appelle vraiment le plafond de verre est toujours là à France Télévisions. C'est-à-dire que les postes de pouvoir sont toujours uniquement tenus par des hommes. Est-ce qu'ils ont vraiment du mal à abandonner leur part de pouvoir ? Est-ce que ce sont les circonstances ? Comment vous expliquez ça, Patrice Papé ? Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que il faut qu'on fasse un travail en profondeur, et moi je me méfie toujours des nominations alibi. Alors, pour autant, moi j'ai un comité de direction qui est majoritairement composé de femmes. J'espère qu'elles vont me pousser rapidement dehors. Mais par rapport à ça, ce qu'il faut, c'est que les nominations soient incontestables. Et le plus grand respect qu'on peut avoir pour les femmes, comme pour les hommes, c'est de faire en sorte que toute nomination soit incontestable. C'est-à-dire, comme pareil. Alors après, il peut se trouver qu'à un moment donné, effectivement, on se retrouve avec des directions qui sont majoritairement hommes. Ce qu'il faut, c'est qu'elles ne le soient pas parce que ce sont des hommes. Et là, on a un travail à faire en profondeur, je l'ai dit à plusieurs reprises. Moi, j'ai eu plusieurs patronnes femmes, donc je m'en suis pas plus mal porté. Et vous diriez aujourd'hui que... Mais je trouve simplement qu'elles ont été nommées à leur poste de responsabilité sur des très grandes entreprises parce qu'elles avaient eu la chance de faire un parcours qui les avait préparées à ça. Et tout notre travail aujourd'hui, c'est plafond de verre, je sais pas, c'est en tout cas de travailler le plus en amont pour que justement ces parcours soient évidents et les préparent à occuper ces fonctions. Et aujourd'hui, quand on travaille sur la formation et qu'on veille à faire en sorte qu'il y ait une égale répartition des formations destinées aux hommes ou aux femmes, quand on travaille sur la sensibilisation, toutes les actions qu'on engage pour lutter contre les stéréotypes en termes de métier,
hein, parce que les métiers sont sexués dans l'esprit de beaucoup de gens, et ça commence à l'école. On travaille à ce renouvellement. Donc moi, je vais pas vous dire qu'on est content et qu'on trouve satisfaisant le fait qu'on ait que 40% de femmes dans un comité exécutif ou 0% dans un conseil de présidence. On n'en est pas content. Donc il faut qu'on travaille pour redresser ça. Mais simplement, moi je pense qu'il ne suffit pas de claquer dans les doigts, de claquer les doigts. Il faut vraiment avoir un travail en profondeur, ce que l'on essaye de faire. Et je note d'ailleurs que depuis 2 ans, il y a un certain nombre de promotions de femmes qui ont eu lieu, notamment qui ont eu lieu par des gens qui ont suivi des formations en management généraliste, et que c'est ça le vrai travail de fond. Voilà. Non, je crois que ni Rémi ni aucun d'entre nous ne se satisfont de l'équilibre actuel, mais ce qui importe, c'est de travailler à le modifier, et c'est ce qu'on fait. Oui, bon, nous en sommes tous désolés, vous les premiers apparemment, donc il y a un monopole masculin à la tête de France Télévisions. Votre seule excuse, c'est que c'est comme ça un peu partout. Vos cousins de Radio France, c'est la même chose. Enfin, toutes les directions sont occupées par des hommes. Vos collègues des chaînes privées sont quelquefois un tout petit peu moins misogynes et sexistes que le secteur public, curieusement. Il y a des femmes carrément numéro 2. Mais c'est un peu encore, malheureusement, le reflet de la société qui a tendance à mettre plutôt des hommes que des femmes à la tête de ces organismes. On le voit en matière économique, bancaire. Il n'y a pas une femme qui soit membre du CAC 40. C'est absolument désolant. Il faut absolument faire un effort pour leur donner plus confiance et mauvaise conscience à ceux qui ne nomment que des hommes. D'ailleurs, vos programmes de télévision vont y contribuer quand ils vont montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société française, qu'il y a un décalage total entre l'envie et les capacités des femmes et le rôle réel qu'elles occupent. Et ce décalage doit être comblé peu à peu. Je sais bien qu'on ne peut pas faire tout du jour au lendemain, mais à chaque fois qu'il est possible de faire quelque chose, il faut vraiment sauter sur l'occasion. Mais ce qui est souvent dit, c'est qu'en fait, les femmes elles-mêmes n'osent pas se porter candidate et qu'il faut penser à elles pour certains postes et que d'elles-mêmes, elles ne pensent pas. Ce qui est vrai, c'est que quand on se donne une obligation d'avoir au moins une candidature féminine sur chaque poste d'encadrement, dans certains cas, ça nous conduit à aller solliciter des candidatures. C'est-à-dire qu'on peut être proactif. On n'attend pas simplement, on va les rechercher. D'où l'importance des revues de personnel que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de détection de potentiel très en amont, pour pouvoir justement ne pas se retrouver dans la situation de pénurie de candidatures. Mais Thierry ou Rémi, vous constatez vous aussi que les femmes ne se portent pas candidates, qu'il faut que vous pensiez à elles pour certains postes? Alors, bon, moi, je voulais, pour ce qui concerne l'info, qui est le secteur que je connais le mieux, d'abord, je pense que c'est une question de cycle. Pour la direction de l'information, je rappelle juste qu'avant que je prenne les fonctions, c'est Arlette Chabot qui est restée directrice de l'information pendant 6 ans. Donc peut-être que dans peu de temps, après moi, il y aura une femme qui prendra la place. Donc je ne crois pas qu'il y ait de ce point de vue un problème. J'ai vu une statistique où il y avait 3 directrices de rédaction dans l'ensemble du PAF. Je ne sais pas si ça contenait les télés, les radios, la presse écrite. 3 donc sur 10, 30%. Je pense que ça peut sans aucun problème s'inverser. Et je crois que depuis pas mal de temps maintenant, la question n'est plus là. En revanche, ce qui est vrai, donc pour moi, l'intermédiaire, enfin ce que j'appelle l'encadrement intermédiaire, mais les directeurs directrices de rédaction, les rédacteurs ou les rédactrices en chef, pour moi, c'est plus important de voir si oui ou non il y a une sorte de mouvement de fond avec des prises de responsabilité à tous les échelons des différentes équipes éditoriales. Et sur ce plan-là, il y a une très nette évolution. C'est incontestable. Mais c'est vrai aussi que, par exemple, pour trouver une directrice adjointe de la rédaction de France 2, que je ne citerai pas ici, dont le nom, je ne vais pas le citer le nom, il a fallu déployer beaucoup d'arguments pour la persuader qu'elle était tout à fait à la hauteur de cette tâche. Elle n'aurait jamais imaginé postuler. Non. Bah, si elle était là, vous l'auriez interrogée, et je pense qu'elle vous l'aurait dit. Je ne sais pas si elle est là. Alors... Agnès, je ne sais pas, non, elle n'est pas là. Donc voilà, mais clairement, il a fallu de longues semaines de discussion pour lui dire, mais vraiment, c'est un truc pour toi, j'y crois, etc. C'est un cas particulier. Pardon, je vais vous laisser la parole. C'est un cas particulier, mais pour autant, il y a une directrice des magazines,
il y a des rédactrices en chef dans les éditions. Enfin bon, je pense que de fait, sur France 2, sur France 2, il y a, oui, mais il n'y a pas que France 3, je suis désolé. Hein, voilà. Il y a donc France 2, il y a le numérique qui a une rédactrice en chef, il y a même une directrice adjointe de la rédaction. Donc c'est vrai qu'en termes de groupe, non, je crois pas. Je crois pas. Mais tu parles peut-être de France 3. Voilà, moi je te parle dans le groupe, et je te parle notamment... moi, pas dans le groupe, parce que ça, il n'y a aucun problème, on te met les statistiques concernant France 2, le numérique, les magazines, et tu verras que c'est plus compliqué que ce que tu indiques. Voilà. Mais juste une petite réflexion, par exemple, je crois que sur l'ensemble des correspondants étrangers, je crois qu'il y en a 9 à peu près, il y a une seule femme. Alors qu'elles sont reporters de guerre, elles sont très majoritairement reporters femmes. Oui. Très majoritairement. Et dans des zones de conflit, enfin tout ce qu'on... Mais j'allais dire, pour autant, elles peuvent être candidates, elles peuvent aussi ne pas l'être. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas un nombre de candidatures extraordinaire, mais c'est... Il y a moins de candidatures femmes au poste de correspondant. Ouais. Mais pour autant, je ne crois pas qu'il y ait là un problème, et je pense que dans les mois ou années à venir, ce genre de situation, je pense que c'est aussi une question de cycle, d'opportunité, de disponibilité aussi en fonction de sa vie et de la situation de sa vie, mais c'est valable pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que certaines rubriques ne soient pas tenues exclusivement par des femmes? Par exemple, je pense à l'éducation, à la famille, où c'est toujours des journalistes femmes qui tiennent... Oui. Enfin, moi, je pense pas à ça. Je note que, par exemple, l'éditorialiste politique sur France 2 est une femme. Voilà. La patronne du service éco, par définition, est une femme. Même si l'éditorialiste est un homme, et c'est François Langlais, vous le connaissez. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans ce critère-là. S'il y a une journaliste qui sont à l'aise avec une question et un dossier ou un sujet, on la laisse travailler. Enfin, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de sujet de discrimination ou de positive ou négative, d'ailleurs, dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Parce qu'après, on va arriver dans 5 minutes, on change de table ronde, si je puis dire. Bonjour. Claire Allais, je suis porte-parole du collectif de femmes journalistes Prenons la Une, qui a été créé pour dénoncer la trop grande invisibilité des femmes dans les médias. Thierry Tuillier, vous disiez que vous ne comptiez pas vous arrêter à l'objectif de 30% de femmes sur les plateaux. Quel objectif chiffré, avec quelle échéance? Et Monsieur Fimelin, vous avez dit que vous n'étiez pas sourd aux critiques émises suite aux commentaires pendant les Jeux Olympiques. Cependant, qu'en dites-vous quand vous avez un animateur qui commente la démonstration d'une sportive qui s'est entraînée pendant 4 ans en disant à la désert de Monica Bellucci avec un peu moins de poitrine, mais bon. Pour vous, est-ce qu'il s'agit de propos sexistes ou bien, comme l'a dit M. Bilalian, est-ce qu'il s'agit simplement d'un excès d'enthousiasme? Merci. Donc, je vais vous répondre. Fin 2014, donc j'espère que nous serons au-delà des 30%. En 2015, pour moi, on peut tout à fait viser 35% tranquillement, mais ce ne sera pas suffisant, puisque, je le rappelle, la proportion est plutôt de un homme, une femme. Donc il faut que de toute façon à terme, alors est-ce que ce sera en 2016, en 2017, plus rapide, je l'ignore encore, on a maintenant un outil de mesure, il faudra se rapprocher de la proportion d'hommes et de femmes de la société française. Voilà. Et donc ça me paraît tout à fait logique et légitime, et je ne crois pas que ce soit si compliqué que ça, notamment pour ce qui concerne les expertes. Hein, puisque pendant là aussi longtemps, on nous a dit, les expertes n'osent pas, enfin les personnalités expertes n'osent pas répondre ou se dire disponible ou se rendre disponible sur le plateau. Moi, j'y crois qu'à moitié, et je pense que quand on se donne les moyens de le faire, on doit y parvenir. Voilà. Donc, d'ici 2-3 ans, je pense que cette question-là devra être derrière nous. Voilà. Alors moi, je voulais revenir sur les nominations, parce que apparemment, on est d'accord pour dire que les femmes veulent monter, que les femmes sont compétentes, et pour autant, à un certain niveau, il n'y a pas de femmes. Alors moi, je me pose la question, est-ce que vous, dirigeants, qui êtes en position de nommer ou pas ces femmes, avez fait un travail sur vous-même, sur vos représentations,
sur votre inconscient, parce que consciemment, vous allez être super d'accord. Et on est tous d'accord, elles sont compétentes, elles pourraient monter, pourtant elles ne montent pas. Donc il y a peut-être un travail sur vous, sur votre inconscient, sur vos perceptions, parce que moi-même, qui suis féministe et qui représente ici l'association Business Professional Women, donc je suis Sandrine Basselet, moi-même j'ai fait un travail là-dessus, j'étais super surprise. C'est-à-dire que j'étais hyper sexiste. En fait, moi, j'aurais jamais nommé une femme. Pourtant, consciemment, j'étais là, ouais, les femmes ne montent pas, c'est pas normal. Eh bien, voilà, c'est peut-être ce travail-là qu'il faut que vous fassiez au-delà des beaux mots, des bons mots. C'est voir si votre inconscient ne vous empêche pas de nommer des femmes. Mais je pense que ce que vous dites nous concerne personnellement et concerne probablement la société. Et si nous prenons, madame, si nous prenons des initiatives comme aujourd'hui, si depuis un an on travaille sur ces sujets, on prend des mesures concrètes, on a des résultats, c'est qu'on essaye un peu de s'améliorer nous-mêmes. Alors il faut probablement aller plus loin, mais en tout cas, cette prise de conscience est évidente. Maintenant, dans les couches que vous indiquez, ce travail que nous sommes en train de faire collectivement, mais que la société française est en train de faire, et que nous devons, nous, être un catalyseur de la société française de ce point de vue-là, on l'a dit tout à l'heure, on ne se satisfait pas de la situation. On vous dit simplement que dans les engagements que nous prenons, il y a des premiers résultats. On dit aussi que ces premiers résultats ne sont pas suffisants. Après... il n'y a pas dans notre façon aujourd'hui, mais je crois que Patrice Papel a exprimé très clairement, et le témoignage que vous avez eu était clair aussi, il n'y a pas aujourd'hui, de notre point de vue, une incapacité des femmes à trouver quelque poste que ce soit dans la maison. Maintenant, il faut qu'on continue ce travail, et notamment ce travail de formation, de détection. Moi, je crois que c'est extrêmement important que vous ayez entendu que dans les recherches de haut potentiel, aujourd'hui, on a majoritairement des femmes. On a fait ce travail, que dans les formations de haut potentiel, il y a majoritairement des femmes. Voilà. Mais cela étant, vous posez une très bonne question, mais qui est une question qui est au-delà de nos personnes, est une question de la société française évidente. Mais nous aussi, bien sûr, évidemment. Évidemment, et nous faisons ce travail actuellement. Bonjour, Thierry Vildary, CFDT. Monsieur Papet, je vais amener de l'eau à votre moulin, puisque vous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez qu'il faut que les nominations de femmes soient incontestables. Et je suis entièrement d'accord avec vous, on ne défend pas une politique de quotas. Ce qui serait bien, c'est que quand elles sont virées, ce soit aussi de manière incontestable. J'ai à ma droite l'exemple de Sandrine Roustan, qui était il y a quelques semaines encore directrice des programmes de la 4. Et moi, j'ai écrit dans un tract qu'on pouvait voir une grande distorsion entre la manière dont elle vient d'être éjectée de sa place et la manière dont a été traitée une autre personne que je ne veux pas citer ici, parce que je ne lui veux pas de mal, mais qui est un homme, et à qui on a visiblement fait payer une forme de catastrophe industrielle sur France 2, et qui a été traité de manière tout à fait différente. Alors, je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à ça, parce qu'il ne nous arrive pas souvent de défendre des personnes de ce niveau de responsabilité, mais visiblement, d'après ce que moi j'ai vu du dossier, vous avez du mal à justifier juridiquement également de son éviction. Je pense que les prud'hommes seront amenés à se prononcer là-dessus. Peut-être d'autres juridictions, je ne sais pas, on verra. Donc là, il s'agit d'un côté de quelqu'un à qui on a reproché un problème à l'antenne et qui a conservé ses fonctions, même si c'est dans d'autres services, et quelqu'un d'autre qui s'est exprimé pour défendre sa vision du travail et sa chaîne, et à qui on a montré la porte, voire même la fenêtre, assez rapidement. Et alors c'est vrai qu'on sait que généralement les femmes sont un peu moins consensuelles, et qu'elles défendent un peu plus l'intérêt général, et qu'elles disent un peu plus rapidement peut-être ce qu'elles ont sur le cœur. Je ne dis pas que Sandrine Roustan est parfaite ou qu'elle était une directrice des programmes parfaite, mais moi, et je dis nous, en général, puisqu'on n'est pas le seul syndicat qui la défendons, on a été extrêmement choqués de la manière dont ça s'est passé, parce qu'elle s'est opposée à quelqu'un qui, quand même, est relativement nouveau dans le métier, et dont, jusqu'à preuve du contraire, la télévision n'est pas son cœur de métier. Merci d'apporter votre éclairage. Je ne vais pas rentrer dans le détail des dossiers, on n'est pas là pour ça, on n'est pas en réunion de DP, on n'est pas... Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans le cas particulier, si tu étais un homme, ça aurait été exactement la même chose. Mais si vous comparez à une personne, mais moi je vais vous dire,
je ne devrais pas le dire comme ça, mais j'ai négocié le départ d'un certain nombre de dirigeants de la maison. Donc il y en a qui sont restés, il y en a d'autres qui sont partis, majoritairement des hommes. Donc cette comparaison, je ne l'accepte pas. Et par ailleurs, la personne à laquelle vous faites allusion ne s'est pas exprimée en public dans une radio privée pour émettre des doutes sur la ligne de la chaîne dont il était responsable. Voilà, c'est ça la différence. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je peux dire, c'est que ça aurait été un homme, ça aurait été strictement pareil. Évidemment. Évidemment. Je voulais juste revenir de façon beaucoup plus soft sur la question des expertes, qui est importante quand même, parce qu'au niveau des expertes, on a effectivement un répertoire à France Télévisions. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il existe. Et dans ce répertoire qu'on a constitué depuis 1 an et demi, qui est à la disposition de tous les acteurs de cette maison, qu'ils soient à l'info, qu'ils soient au programme, il y a 80% d'expertes femmes qui ont été, je dirais même, sélectionnées puisqu'elles ont eu la chance ou la possibilité d'avoir une discussion avec quelqu'un qui connaît un petit peu le métier et qui a sélectionné des gens, des femmes, des hommes et des femmes, mais 80% de femmes qui ont donc la capacité de synthétiser, la capacité d'avoir une opinion, pas seulement un savoir universitaire, et donc d'alimenter la conversation et le débat. Donc ce répertoire existe, il est à la disposition de tous les gens de France Télévisions, et ce serait très bien que vous y alliez, parce qu'il est là, il est sur mon espace, alors je profite pour en faire un petit peu la promotion. Et il y a également au niveau des programmes un outil qui permet de mesurer, d'ailleurs qui a permis de mesurer la progression des femmes à France 5, qui permet de mesurer la progression des différents piliers de la diversité. Alors, comme le disait Thierry, il y a le handicap, il y a le socioculturel, il y a l'ethnoculturel. Oui, la couleur des gens, leur origine, ça existe aussi. Et puis, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et enfin, puisque je suis journaliste, je voudrais quand même poser une question à Sylvie Pierre-Brossolette. Comment elle a ressenti, elle qui est au CSA, le fait que la première nomination de la nouvelle équipe ait été celle d'un homme à la tête de Radio France? J'ai toujours combattu pour que les femmes puissent être nommées quand c'était normal qu'elles soient nommées. Je n'ai jamais combattu pour un quota ou de mettre des femmes quand ce n'était pas les femmes qui s'imposaient. Ce n'est pas leur rendre service que de nommer une femme quand on n'est pas absolument certain qu'elles étaient les mieux faites pour le job. On a jugé collectivement au CSA qu'il y avait un candidat qui était apparemment le meilleur. Sur le fond, dans le dossier, sur la forme, lors de l'audition. Il y avait honnêtement un tel décalage entre ce qu'il a produit et malheureusement ce qu'ont fait les autres, qui était tout à fait honorable, mais qui était en décalage, on ne s'est pas dit, tiens, il y a 2 femmes candidates, il faut absolument qu'on en nomme une, et tant pis s'il y a un homme qui est meilleur. Voilà, moi je pense que je ne rendrai pas service aux femmes, et Dieu sait que j'essaye de le faire depuis 35 ans, en nommant des femmes quand elles ne sont pas objectivement les meilleures, et de savoir qu'elles auraient bénéficié d'un coup de pouce uniquement parce qu'elles étaient une femme. Je pense que c'est pas rendre ni service ni à la société en question pour qui on aurait nommé la présidente, ni rendre service à cette personne, ni même rendre service en général à la cause des femmes. Voilà, c'est tout simple. Et je crois que Thierry Tuillier voulait ajouter quelque chose. Je voulais préciser, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, quand tu as posé, Frédéric, la question de comment inciter les rédactions à faire appel à plus d'expertes. Il y a le travail qu'a fait Marie-Jo, le travail qu'a fait Stéphane sur le guide, et il y a, et c'est extrêmement important, des formations. C'est-à-dire que nous avons fait passer 100% de l'encadrement de toutes les rédactions du siège, je parle, dans des formations de management qui ont été très efficaces, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, qu'à chaque fois, grâce à notre baromètre, qu'on sortait de ces formations-là, il y avait une prise de conscience. Et donc, c'est pas un travail qui est fait, j'allais dire, juste avec une petite baguette magique ou même avec une baguette un peu de directeur d'école qui tape sur les doigts des mauvais élèves. Il y a vraiment un travail de fond. Et il faudra sans doute le renouveler en 2014, d'ailleurs, en cycle de formation, probablement. Donc, je crois que c'est prévu, déjà. Hein. Sur les stéréotypes, oui, parce que c'est l'autre aspect des choses dont vous avez parlé, je crois, cet après-midi. Excusez-moi, ça fait 10 minutes que j'ai demandé la parole. J'ai une petite question, rassurez-vous, ça va être court. Frédéric Bobin, du syndicat national des journalistes.
question qui s'adresse à messieurs Papet et Fimelin. Comment allez-vous faire en sorte que l'accord qui est bientôt à la signature sur l'égalité entre les femmes et les hommes soit concrètement mis en œuvre dans les faits, puisque le principal défaut de son prédécesseur a été de ne pas être appliqué. Comment vous allez faire pour qu'il ne reste pas lettre morte, alors que vous voyez tous les constats que fait cette Assemblée, qui vous malmène un petit peu ce matin, c'est pas pour rien, que vous ne prévoyez dans cet accord aucune contrainte sur les managers, que ce soit en termes de progression salariale, en termes de nomination, en termes de stéréotypes et de lutte contre le sexisme. Comment vous allez mettre ça en œuvre ? Parce que c'est un peu dommage qu'aujourd'hui, ce soit le CSA qui condamne les propos qui ont été tenus notamment à Sochi ou lors de l'émission de M. Ruquier, et pas la direction. Alors, je ne répondrai pas sur les contenus et sur l'antenne, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans l'accord, d'ailleurs, dans le projet d'accord, il y a effectivement un préambule qui est consacré aux questions d'antenne. Mais au-delà de ça, sur chacun des points mentionnés par l'accord, il y a des indicateurs. Il y a une volonté de mettre des indicateurs, c'est-à-dire de mesurer. Comme j'ai pu le dire ce matin, il y a un certain nombre de points qui ont déjà été mis en place et sur lesquels on a déjà fait des mesures. Je parlais des candidatures sur les postes d'encadrement. Il faudra qu'on fasse la même chose sur les postes quand il y a des équilibres dans certains secteurs entre les hommes et les femmes. Donc il faut qu'on mette des indicateurs, il faut qu'on mesure. Je rajoute que depuis maintenant 3 ans, dans la part variable des cadres de direction, des cadres supérieurs, il y a un objectif obligatoire lié à la question de l'égalité des chances et de la diversité. Et cet objectif, évidemment, il a un impact direct sur la rémunération des cadres concernés. Je pense qu'on a été parmi les premiers, d'ailleurs, à avoir introduit ça dans le système des bonus ou des parts variables dans une entreprise de l'audiovisuel. Donc s'il y a une mesure, il y a une sanction, c'est clair. Et je compte aussi sur... Marie-Jo est intervenue tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a une mobilisation quand même dans l'entreprise considérable qui s'est faite notamment autour du label diversité. J'en profite aussi pour citer Laurence Rihu qui a conduit ce travail, là aussi avec une conviction, une ténacité formidable. Et il y a plus de 200 personnes qui sont mobilisées autour de spécifiquement mobilisées autour de ça. Il y en a beaucoup plus qui sont impliquées. Donc c'est ça qui fera qu'on va réussir. La mesure, la mobilisation, la conviction et la sensibilisation, on va en parler tout à l'heure. Merci en tout cas. Ah, je crois que le président veut dire quelque chose. Après, il faut vraiment... Non, je voudrais ici, puisque la question a été reposée sur l'antenne, nous devons faire preuve d'une vigilance complète sur l'antenne et les observations sont faites aux personnes qui ne s'y conforment pas. Je vais être très clair là-dessus. En même temps, je voudrais aussi vous dire que résumer 240 heures de direct, un travail remarquable du service des sports et de toute la maison des techniciens, 240 heures de direct à 3 phrases, me semble aujourd'hui un dévoiement terrible qui est d'ailleurs nourri par les réseaux sociaux. Alors oui, contrôle de l'antenne, oui, observation à faire à ceux qui ont, à un moment donné, émis des propos qui ne sont pas conformes à ce que nous voulons faire, mais en même temps, ne résumons pas un travail considérable de centaines de personnes à 2-3 phrases. Ça me semble en tout cas totalement disproportionné. Voilà, nous avons terminé notre première table ronde. Je voudrais remercier Rémi Fimelin, Thierry Tuillier et Sylvie Pierre Brossolette de leurs interventions.